Je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'extraverti et en même temps, je réalise que parfois j'ai des côtés d'introverti. Et l'introversion, c'est un monde que je connais assez mal. Même les parties de moi qui peuvent être introverties, je ne connais pas si bien que ça. Et donc j'ai décidé de faire un épisode sur les introvertis parce que je trouve que c'est un peu dommage d'avoir des visions binaires, extravertis, introvertis, mais aussi pour essayer d'aider les introvertis à mieux se comprendre et peut-être générer des conversations avec des extravertis qui, eux, ne comprennent pas comment ils fonctionnent. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une psychothérapeute qui s'appelle Laurie Hawkes, psychopraticienne qui travaille beaucoup sur l'analyse transactionnelle et le gestalt et qui a écrit plusieurs ouvrages dont La force des introvertis. Et en fait, c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de préjugés qui sont un peu dommages sur les introvertis comme des préjugés sur les extravertis. Et on va voir que tout ça est beaucoup plus complexe, beaucoup plus flou, beaucoup plus intéressant. Donc je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Laurie. Bonjour Grégory. Comment vous allez aujourd'hui ? Eh bien, ça va plutôt bien. Je trouve que j'ai de la chance d'être en vie et donc je suis reconnaissante tous les jours de voir que le monde tourne encore et que j'y suis et que j'ai bien de la chance. Ça c'est beau parce qu'en fait on a assez rarement, je trouve, de la reconnaissance pour les choses simples. Alors que pour moi elles sont essentielles. Oui. Et bon, évidemment, le fait d'être en vie, c'est le premier truc, mais, oui. Mais même sur, je sais pas, un sourire dans la rue, ou, oui. Peu importe, un signe de sympathie, le fait de pouvoir manger avec un ami, des choses simples. Oui, c'était mon cas d'ailleurs aujourd'hui, j'ai mangé avec 2 amis, donc oui. Et au fond, d'être appréciatif, reconnaissant de ce qu'on a, c'est très enrichissant. Exactement. On va parler des introvertis. En fait, c'est un monde que, a priori, je connais assez peu, parce que moi, je suis plutôt extraverti. Et évidemment, c'est marrant, c'est comme si c'était 2 mondes de personnes qui cohabitaient, mais qui ne se comprenaient pas vraiment. J'ai l'impression, moi, j'ai découvert assez récemment, bizarrement, que des personnes n'avaient pas les mêmes systèmes de fonctionnement que le mien et que par conséquent, on dit toujours j'essaie de la comprendre ou j'essaie de le comprendre sans vraiment être capable de le faire parce qu'en réalité, on a un système de fonctionnement qui est simplement différent. Donc parfois, on peut juste ne pas comprendre les gens, on peut juste essayer de comprendre qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Oui. J'aimerais comprendre justement c'est quoi les bases de fonctionnement d'un introverti et comment on peut même se reconnaître parce que parfois, il y a des gens qui sont introvertis qui ne se reconnaissent pas. Oui. Alors, une des racines du terme, c'est l'intérêt pour l'intérieur. Alors qu'effectivement, l'extraverti s'intéresse à l'extérieur, le monde extérieur, ce qui se passe autour, ce qui se passe entre lui et l'autre. Et l'introverti a un grand intérêt pour ce qui se passe à l'intérieur de lui ou à l'intérieur des proches. Donc, l'introverti typique, parce que... Bien sûr. Les vrais stéréotypes, il n'y en a quand même pas beaucoup qui se baladent dans la rue, mais quand même. Les conversations complètement légères à une soirée où il y a 100 personnes, on discute 2 minutes avec une personne, 3 minutes avec une autre. Les introvertis n'aiment pas ça. Non seulement ils ne sont pas à l'aise, mais en plus, ça ne les intéresse pas. Alors que s'ils peuvent passer 1 heure ou 2 avec quelqu'un de proche et échanger en profondeur, ça, donc découvrir l'intérieur de l'autre, révéler son intérieur à soi, découvrir de plus en plus son propre intérieur en échangeant avec l'autre, là, c'est le bonheur. Et je généralise, j'ai connu aussi des introvertis qui ne se passionnaient pas pour leur intérieur, ce qui est assez curieux et c'est assez rare, mais bon, ça c'est des affaires de... comment dire, de grandissage, dirais-je. C'est-à-dire, j'allais dire éducation, mais pas dans le sens où les parents ont éduqué l'enfant à ne pas s'intéresser à soi, mais il n'a pas baigné dans un univers où on s'intéressait à l'intérieur, ou bien il a vécu des choses difficiles, et il décide de plutôt pas aller voir ce qui se passe au fond. C'est pas confortable parce qu'il continue d'avoir le fonctionnement introverti où il va pas beaucoup communiquer à l'extérieur, et il n'aime pas passer trop de temps à s'intéresser à son intérieur. Donc là, c'est un introverti moins heureux que l'introverti qui s'intéresse bien à son intérieur. Et on dit souvent d'ailleurs, moi je constate, c'est pas qu'on le dit souvent, que
les introvertis, on a du mal à créer du lien avec eux au début. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt protectifs d'eux-mêmes. Réservés. Très réservés. Et alors, du coup, peut-être un des poncifs ou une des images qu'on peut avoir des introvertis, c'est que s'ils sont comme ça, du coup, le monde leur passe à côté quelque part. C'est-à-dire que on est dans une société très performative, qui nous dit toujours d'aller de l'avant, qui sont a priori plutôt des valeurs qu'on va associer à l'extraversion. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce qu'on a raison de penser de cette manière-là? Et sinon, est-ce que vous avez des exemples de personnes qui... Enfin déjà, m'expliquer pourquoi c'est faux, et peut-être si vous avez des exemples de personnes qui sont introverties et en fait qui réussissent tout à fait bien. Oui. Alors, des introvertis qui réussissent, ça, il y en a plein. Mais ce fonctionnement moderne du réseautage, notamment, où justement il faut y aller aux soirées, il faut aller se montrer, dire comme on est intéressant, se montrer à autrui. Vraiment, la plupart des introvertis ont ça en horreur. Je me rappelle même personnellement, quand je commençais à m'installer comme psychothérapeute, d'aller me présenter à des médecins, dire voilà, je suis intéressante, voilà tout ce que je fais. Bon, c'était un seul médecin à la fois, mais c'était quand même pénible. Ou aller à des congrès pour dire ah voilà, ça y est, je m'installe, voilà ma carte. Alors que ça peut être tout à fait intéressant à faire pour un extraverti. C'est non seulement il le fait bien et c'est nécessaire pour son travail, mais en plus il a du plaisir. Alors l'introverti, on peut être jaloux, hein, on peut se dire ah voilà, celui-là il se fait plaisir et en plus ça l'aide dans son métier. Donc dans cette mesure-là, c'est vrai. Mais quand même, c'est pas dans tous les métiers qu'on est obligé d'aller faire du réseautage comme ça. Et puis, il y a des environnements créés par des gens à assez forte composante introvertie et qui n'apprécient pas les extravertis, ils ont l'impression qu'ils se mettent en avant. Donc, ils vont plutôt faire bon accueil à leurs éventuels collaborateurs introvertis. Donc, je dirais pas qu'ils réussissent moins bien, mais dans un milieu où il faut se mettre en avant et jouer des coudes, s'ils y arrivent, ça leur coûte beaucoup. Et en même temps, il y a des introvertis extrêmement connus, je pense à Barack Obama, voilà, qui est sans doute, qui a été en tout cas l'homme le plus puissant de la planète pendant une période assez longue, qui a dû jouer des coudes, j'imagine. Je ne connais pas précisément sa carrière, mais enfin, j'imagine pas qu'on devient président des États-Unis sans jouer des coudes. Qu'on voit faire des blagues, des vidéos en permanence, le mec est hyper à l'aise, et qui pourtant, et moi-même j'étais surpris de lire ça, qui est un introverti. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça? Et puis derrière, j'ai une autre question, mais je vous la poserai après. Oui, après j'oublie. Vous inquiétez Alors, pas. Obama, une des façons de voir qu'il est introverti, c'est quand on le compare à d'autres candidats plus extravertis. À l'époque, je crois que c'était de sa réélection, quand il était contre Mitt Romney, qui s'est avéré être un type bien d'ailleurs depuis. Il s'est opposé à quelqu'un que j'apprécie beaucoup moins. Mais quand on voyait Mitt Romney, il était là avec ses yeux intenses qui brillaient. Pourtant, il paraît que c'est un introverti aussi. Mais il était moins introverti que Obama, où on voit un calme dans les yeux. D'ailleurs, ça m'intéresse depuis que nous parlons ensemble. Quand vous avez commencé à introduire notre sujet, je me disais, mais il a quand même un regard assez introverti. Donc c'est intéressant, c'est ce côté où ce côté de cette notion où, pour moi, on n'est pas introverti ou extraverti, soit l'un soit l'autre. Il n'y a pas de dichotomie. Pour moi, il y a un continuum. Alors, les auteurs ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais je trouve aussi qu'on a tous en soi un introverti et un extraverti. Il y a des gens qui ont un tout petit extraverti qui ne s'exprime pas souvent, et d'autres gens qui ont un tout petit introverti, mais même quelqu'un comme Stéphane Plaza. Un matin, je l'entendais à la radio, et pour moi, celui-là, c'est l'extraverti. Waouh. Un peu trop. Et il disait ah non, mais il y a des fois à la fin de la semaine, j'en peux plus, il faut que je reste tout seul pendant je ne sais plus combien de temps, il avait dit 20 heures, un truc comme ça. J'ai dit
comme quoi il est en contact avec son introverti intérieur. Et je crois que cette société où on en fait toujours plus a tendance à dévaloriser un peu notre part introvertie et nous donner l'impression qu'on devrait être tout le temps à faire la fête, à être tout le temps content d'être avec des gens, s'éclater, dire des trucs, montrer comme on est drôle, mais que c'est bon pour personne en fait. C'est spécialement destructeur pour un introverti s'il s'y astreint, mais même pour un extraverti, ça le coupe d'une partie importante de lui-même. Et il peut avoir l'impression, à la longue, qu'il ne sait pas être tout seul. Et alors, vous me disiez, ça a un mot, ça, quand on est un peu entre les deux, parce que moi, je me sens effectivement... Je sais que je suis extraverti, mon métier c'est de faire des conférences, j'ai aucun souci pour prendre la parole, sauf que je suis quelqu'un de très timide à l'origine, donc et ça peut se retrouver dans certains contextes, d'ailleurs c'est assez rigolo à observer. Ça me pose aucun problème de parler devant 1000, 2000, 3000 personnes, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois, mais par contre de parler devant 10 personnes qui me sont chères, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple. Et ce que vous disiez, moi je me souviens très bien quand j'ai fait des très grosses soirées chez moi, etc., avec des centaines de personnes. Et régulièrement, j'avais besoin de me retrouver tout seul dans une chambre où je m'enfermais, parce qu'en fait, j'avais besoin d'être seul, alors que même la soirée battait son plein. Et donc, typiquement, les introvertis se réfugient souvent aux toilettes. Alors moi, c'était pas les toilettes. C'est l'endroit où on est tranquille. Ben là, c'était chez vous, c'est pratique. Mais si on est chez les autres, où sont les toilettes? C'est comme ça qu'on peut découvrir qu'on est introverti, en fait. Non, mais en fait, ce que vous disiez, c'est qu'on peut être un peu les deux. C'est un nom, ça, en fait. Oui, moi, j'appelle ça ambiverti. Et certains auteurs utilisent aussi cette dénomination. Et je trouve que c'est intéressant. C'est comme ambidextre. Et ça montre les gens qui sont vers le milieu de ce continuum entre introverti et extraverti. Moi, quand je fais les tests sur Internet, je suis 4 fois sur 5 introverti, mais assez près de la limite. Là où je sais que je suis quand même plus introverti qu'extraverti, c'est que si je passe du temps avec des gens, même des gens que j'aime, mais il y a une soirée, 10 personnes, pour moi c'est déjà beaucoup, je suis vraiment contente de me retrouver seule après. Et puis, j'ai la question typique des introvertis, ceux qui ont une prédominance introvertie. On arrive à une soirée et en entrant, on se dit « Combien de temps il faut que je reste avant de pouvoir partir sans être mal poli ?» Ah oui, que moi, c'est par exemple, c'est typiquement une question que je ne me pose pas. Bon, donc, vous n'êtes pas prédominamment introverti. Non, mais j'ai une part d'introverti. Et moi, j'aime bien justement, bon, on en parlait juste avant, mais j'aime bien briser un petit peu les oppositions comme ça, binaires, parce que en fait, le monde, il est rarement binaire, il est souvent entre le noir et le blanc, finalement. On pourrait considérer que c'est le gris, mais en fait, c'est pas nécessairement gris, c'est entre le noir et le blanc, c'est l'arc-en-ciel de couleurs, en fait. C'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on peut retrouver. Absolument. D'ailleurs, effectivement, au niveau de la physique, c'est vraiment l'explication. Complètement, complètement. Et du coup, une fois qu'on a établi ça et de se dire, peut-être que tout le monde est un peu introverti et extraverti, ça c'est un premier élément. Comment on fait pour bien vivre au monde quand on a cette tendance plutôt introvertie? Oui. Alors... Question compliquée. Oui, il y a beaucoup de choses finalement à dire là-dessus. Je dirais que la chose la plus essentielle et fondamentale, c'est de s'accepter et même, si possible, de s'apprécier et s'aimer en tant qu'introverti. Sortir du regret qu'expriment beaucoup de gens. J'ai eu des gens qui arrivaient en thérapie pour devenir extravertis. Non, on ne change pas cette nature. Par contre, on peut apprendre à être plus à l'aise avec les moments d'extraversion et que ça ne nous épuise pas. Mais on ne change pas cette nature et plus vite on arrive à être en paix avec et même trouver que c'est bien, voir toutes les richesses qu'on a comme ça, plus heureux on sera. À part ça, il y a trouver un milieu qui nous convienne, qui ne va pas nous épuiser. Donc notamment pour le métier. Il y a des gens qui font un métier d'extraverti alors qu'ils sont introvertis. C'est vraiment fatigant pour eux. Et ça peut avoir de gros impacts au niveau personnel, parce que vous imaginez, si on est introverti et que toute la journée on se force à être avec des gens, le soir on n'a pas envie d'être avec des gens. Donc souvent on va rester tout seul.
Ce qui n'est pas grave, hein, si on est content d'être tout seul, c'est bien. Mais si on rêve d'avoir une vie de famille, il vaut mieux avoir un métier qui ne va pas nous vider de nos ressources pour avoir des ressources à donner en famille et être content de se retrouver. Et du coup, la question associée nécessairement, c'est quels conseils on peut donner aux extravertis pour mieux gérer leurs relations avec des personnes qui sont introverties? Oui, c'est vraiment important, parce qu'il y a beaucoup de malentendus sur ce sujet. Il y a un certain nombre d'extravertis qui sont vexés de la réserve de l'introverti. Se disent, mais qu'est-ce qu'il a celui-là, il m'aime pas, ou il est fier, il est snob, il est froid. Et de savoir que quand on est extraverti, qu'on est tout joyeux, qu'on aborde quelqu'un et qu'il a plutôt un petit recul, ce n'est pas un rejet. C'est sa façon d'avoir besoin d'un peu plus d'espace et que c'est très intéressant de le découvrir comme ça. Que c'est comme apprivoiser un chat qui n'est pas... c'est très rare les chats qui se jettent sur vous tout de suite. J'en connais quelques-uns, mais j'en connais quelques-uns aussi. Les miens, par exemple, ils sont planqués tout le temps dès que quelqu'un arrive. Et il faut leur donner le temps d'approcher à leur allure. Donc de se dire, je vais découvrir ce trésor, mais il ne faut pas que je bouscule, parce que plus je vais pousser, plus l'autre va partir en retrait dans ses profondeurs. Et surtout, ne pas le prendre personnellement, parce que c'est une des sources de blessures dans les couples. L'introverti se sent envahi, alors il se coupe de plus en plus, et l'extraverti se sent rejeté, et du coup cogne de plus en plus fort à la porte, et l'autre se replie, et donc c'est pas bien. Ça fonctionne pas bien. Et une question que je me posais, j'ai lu ça quelque part, et je trouvais ça intéressant, qui disait que, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, j'affirmais un peu... parce que c'est un poncif autour du fait d'avoir des positions importantes et d'être introverti, mais j'avais lu justement l'inverse, que finalement, on se rendait compte que les personnes introverties, ou les leaders plutôt, de notre monde actuel en tout cas, étaient plutôt des personnes introverties que extraverties. Alors, je serais très curieux d'avoir votre point de vue là-dessus, parce que a priori, c'est vrai que c'est des personnes qui sont amenées à prendre la parole en public régulièrement, qui sont amenées à rencontrer beaucoup de monde, à s'affirmer. À faire du pince-face régulièrement dans des soirées XY. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez ça? Bon, alors je ne connais pas cette statistique. Je me souviens plus de la source, donc on va faire du fact-checking. Mais bon, c'est vrai qu'on a eu l'exemple d'Obama. Je ne sais pas qui d'autre actuellement. Par exemple, Boris Johnson, je ne le vois pas tellement introverti. Bolsonaro non plus. Poutine, c'est vrai qu'il ne fait pas franchement extraverti. Non. Mais après, ça peut être aussi des patrons d'entreprise. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure d'un patron d'industrie. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement que dans la politique. Ça peut être des comédiens, des comédiennes. Ah oui, il y a de grands comédiens qui sont très introvertis. Complètement. Alors qu'a priori, c'est un métier qui est tourné vers les autres. On imaginerait que ce serait que des extravertis là-dedans. Mais on prend quelqu'un comme Isabelle Huppert. C'est une grande introvertie, mais c'est une comédienne qui donne tout. Et je peux imaginer que quand on est introverti, d'entrer dans un rôle et de se plier complètement à ce rôle, c'est comme se libérer aussi de soi-même. Pendant ce temps-là, on peut faire ça et on n'a pas besoin de respecter sa façon d'être habituelle. C'est une sorte de parenthèse. Et je peux imaginer même que ça permet presque de muscler les savoir-faire autres. Et peut-être aussi, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, peut-être que justement ce lien avec soi, c'est-à-dire vraiment cette capacité à s'introspecter, en réalité, ça aide à prendre des décisions qui sont meilleures, et que c'est peut-être pour ça que un certain nombre de leaders sont introvertis. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, j'ai aucune idée. En tout cas, c'est une hypothèse sensée. C'est-à-dire, si on prend quelqu'un comme Obama, on se dit, voilà quelqu'un qui réfléchit et pèse pas mal tout seul. Je pense qu'il prenait aussi beaucoup l'avis des conseillers autour de lui, parce que c'est pas non plus un grand narcisse qui se disait « moi je sais tout mieux que tout le monde ». Comme notre ami. Voilà.
Et je pense aussi, en effet, que ça leur donne une sorte de calme. Au lieu qu'ils donnent des ordres de façon un peu violente, bon, toi fais ça et puis dépêche-toi, il y a quelque chose de plus posé. Et donc ça pourrait faire théoriquement de très bons leaders. Bon, un de ceux que j'ai cités, je me disais, ouh, celui le russe là, je n'ai pas envie de vivre sous la loi de quelqu'un comme ça, qui paraît pour le coup très froid. Mais au fond, introversion, extraversion, c'est une des façons d'étudier les gens, mais évidemment, il y a tellement d'autres dimensions dans une personnalité que c'est pas la seule qui est pertinente pour voir si on est un bon leader, si on est une bonne personne. Même. Ouais. Et encore, ce concept de bonne personne est très discutable, évidemment. On cherche tous à être des bonnes personnes, et puis après, on va voir du côté de Jung et des ombres. Oui, mais alors, je suis pas sûre qu'on cherche tous à être une bonne personne. Ah non ? Je crois qu'il y a des gens qui s'en fichent. Bon, je suis en train de penser à ce qu'on appelle les psychopathes. Ils n'ont rien à cirer d'être une bonne personne. L'important, c'est qu'ils aient du pouvoir, qu'ils aient ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, dès lors que quelqu'un se soucie d'être une bonne personne, c'est un bon signe. Disons que c'est quelqu'un qui a des névroses qui ne sont pas trop fortes. On est tous un peu psychopathes, mais après, la névrose, elle est plus ou moins forte chez les gens. Alors, bon, on ne va pas faire trop de psychopathologie, mais les psychopathes ne sont pas des névrosés. Ils n'ont pas accès à la culpabilité. Les névrosés, ils savent être coupables. Donc, ils se soucient d'autrui. Okay. C'est des gens très bien, les névrosés. On est tous un peu névrosés, en réalité. Sauf les psychopathes. Alors, effectivement. Sauf ceux-là. Je voudrais revenir sur... parce qu'en fait, je crois que les personnes qui nous écoutent, en fait, d'abord, elles peuvent se reconnaître en extraverti, introverti ou... ambiverti. Ou ambiverti, exactement, merci. Ça, c'est la première chose. Et vraiment, je pense que la question qui se pose nécessairement, elle est double. Elle est comment je peux bien vivre au monde et puis comment je peux bien vivre mes relations. Et il y a une chose que je vous ai entendu dire que je trouve intéressante, qui était que, par exemple, dans un couple, vous en parliez tout à l'heure, un extraverti va faire beaucoup de démonstrations orales. Un introverti, moins, a priori. Il va être beaucoup plus sur la réserve et un extraverti va considérer ça comme de la froideur, oui. Tandis que pour un introverti, c'est juste son mode de fonctionnement. J'aimerais qu'on parle des différents modes de relations, que ce soit professionnels, amicaux, amoureux, et qu'on gratte un peu ça pour voir comment ça peut fonctionner et comment on peut aussi peut-être accepter l'autre comme il est, tout simplement. Oui. Et en effet, en thérapie, j'ai eu aussi des extravertis qui souffraient de la réserve de leurs compagnons ou compagnes ou de leurs amis, qui disaient par exemple, mais finalement, c'est toujours moi qui relance cet ami. Lui, il s'en fout, quoi. Et ça se peut. Mais très souvent, si c'est un problème d'introversion, non, c'est pas qu'il s'en fout, c'est que soit ça lui est difficile de faire la démarche de prendre le téléphone, d'appeler, d'organiser un rendez-vous, soit même il n'y pense pas, parce que effectivement, il est dans son monde intérieur, il est bien dedans, que ce soit juste l'intérieur de lui ou l'intérieur de sa famille proche. Donc il a moins cet appel de l'extérieur. Mais quand son ami extraverti l'appelle, en général, il est content et on prend rendez-vous, on passe une bonne soirée. Donc, pour les extravertis, d'arriver à réfléchir sur... de réfléchir sur... Ils y arrivent. Sur pourquoi ça me coûte tant, de savoir... Si c'est moi qui fais le plus les démarches, c'est pas que je suis quelqu'un de dépendant qui est tout le temps en train de réclamer, c'est que moi, ça m'est naturel d'aller vers l'autre. Et que l'autre, il peut m'aimer tout autant, il a peut-être tout autant besoin de moi, mais il en a moins conscience ou il le met moins en œuvre. Donc, d'arriver à savoir ces choses-là, pour ne pas s'en formaliser, ne pas engueuler son ami introverti, alors quelquefois on l'engueule quand même, et il va faire un effort, mais c'est
pas forcément ça le plus intéressant. Quelquefois, je vais le dire quand même, les extravertis se disent « je vais lui apprendre à être plus extraverti et après il y arrivera, etc. » Mais au fond, ça me fait penser à une chose que vous disiez vers le début, c'est que tous les humains, on a tendance à projeter sur les autres. C'est-à-dire, on imagine que l'autre, il est comme moi, il a les mêmes besoins que moi, les mêmes capacités que moi. Donc, si je suis extraverti, et que le copain introverti me dit « Si, j'aime beaucoup quand on se voit. » Alors, pourquoi t'appelles pas ? Moi, j'y arrive. Pourquoi toi, tu n'y arriverais pas ? Et on imagine que ça va être pareil pour l'autre. Il a les mêmes capacités, les mêmes besoins. Donc, ou alors, si t'appelles moins, c'est que t'as moins envie. Et donc, moi, je suis fière, alors je t'appellerai plus. Et c'est très dommage, parce qu'il y a de belles amitiés qui se perdent de cette façon-là. L'introverti peut avoir tout autant de plaisir à voir les amis, mais 10 fois moins tendance à appeler. Et éventuellement, même jamais tendance à appeler. Et ce serait bien que les gens arrêtent d'interpréter ça comme un manque d'intérêt. C'est pas un manque d'intérêt, ça leur prendrait tellement d'énergie pour se pousser à le faire que souvent, ils l'ont pas, parce que ils ont tout le boulot à faire et que ça leur bouffe toute leur énergie. Donc peut-être que le conseil, ce serait que les introvertis disent aux extravertis, écoute, moi en fait je suis plutôt quelqu'un d'introverti et c'est pas que, mais voilà, enfin d'expliquer tout simplement. Expliquer, donner des modes d'emploi et des explications. C'est ça. Et c'est vrai que ça change tout quand les gens savent. Il y a une auteure, la première auteure connue sur l'introversion, elle s'appelle Marty Olson Laney. On peut faire de l'anglicisme. Et je ne sais plus comment ça s'appelait en anglais, mais The Introvert Advantage, je crois que c'était. Je pense que ça a été traduit. Et puis elle a fait un autre bouquin qui n'a pas été traduit, qui s'appelle The Introvert and Extrovert in Love. Et c'est sur elle démarre de son couple. Son mari est extraverti. D'accord. Très, très souvent, les introvertis se marient avec des extravertis, d'où plein de disputes plus tard. Au début, c'est l'extraverti se dit « Ah, mais quelle sagesse intérieure, quelle profondeur, c'est merveilleux ». Et l'extraverti se dit « Ah là là, mais quelle vitalité, c'est merveilleux ». Et puis, au bout d'un certain temps, l'introverti dit « Ah, mais il est infatigable, il va me tuer ». Et l'extraverti dit « Ah, mais il ne veut jamais sortir, il est chiant ». Là, je ne l'avais pas complètement dit. Moi, je vous le dis pas. Et s'ils font quelquefois juste une séance de thérapie de couple pour que quelqu'un fasse la traduction, voilà comment vous allez faire. Et dans ce livre, Marty Olson Laney explique comment il s'arrange avec son mari. Quand ils partent en vacances ensemble, par exemple, lui, il a envie, allez, tous les jours, un programme, on va faire plein de trucs. Et elle... le premier jour, moi, je le passerais bien tranquille à l'hôtel, un petit bain. Donc, il négocie. Certains jours, pour lui, des sorties. Certains jours, pour elle, des trucs calmes. Ou chacun de son côté fait des trucs aussi. Ça peut Et on peut aussi faire chacun de son côté. L'important étant de ne pas dramatiser ça, de ne pas se dire notre couple se défait, on ne fait plus rien ensemble. Non, c'est une façon de le faire durer, le couple. Complètement. Non, c'est des choses simples et en même temps qui sont tellement essentielles. La communication, je pense que c'est le truc le plus simple de la Terre et en même temps qu'on fait tellement mal, que ce soit dans le couple, mais aussi dans la sexualité, dans les amitiés, dans le travail. Et la communication nécessite qu'on ait pris conscience du problème et qu'on ait pris conscience du fait qu'on projetait. Parce qu'on continue de le faire. Je veux dire, moi, quand même, ça fait 40 ans que je suis dans la psy. Je devrais ne plus jamais projeter. Bien sûr. Mais ça m'arrive de temps en temps quand même. Mais enfin, moi, j'y arrive. Pourquoi tu le fais pas? Goûte, moi, j'aime. C'est infini. Et alors, du coup, on a parlé du conseil aux extravertis. Et le conseil pour les introvertis, ça serait quoi, alors, pour leur relation avec les extravertis? L'un d'eux, vous l'avez déjà dit, vous, c'est-à-dire expliquer. Expliquer aux extravertis comment on fonctionne. Expliquer que c'est pas un rejet, expliquer que je veux bien, j'ai compris que tu avais envie que je t'appelle plus souvent. Je te promets pas, parce que ça m'est pas du tout naturel d'appeler les gens. C'est beaucoup plus facile pour moi si on m'appelle. Mais d'accord, je vais faire un effort. Donc,
faire un effort. Bon, c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que c'est comme dire je fais contre nature et j'aime pas ce que je fais. Et c'est vrai que c'est pas naturel. Mais d'aller contre sa nature de temps en temps, c'est très bien. C'est comme ça qu'on reste souple. Sinon, on devient de plus en plus raide dans son truc et on vivrait constamment enfermé chez soi. Donc, c'est bon à la fois pour les relations de l'introverti, mais aussi pour lui, pour se garder vivant, quoi. Pas s'enquister, s'ankyloser dans son fonctionnement. Donc ça, je pense, la première chose, c'est de prendre conscience et en ayant fait auparavant le premier pas que je vous disais au tout début, c'est-à-dire apprécier son fonctionnement. Et non pas arriver en se sentant coupable, en disant « Ouais, je sais, je suis nulle, je suis incapable d'appeler, je dois être une grosse flemmasse, je sais pas. » Mais d'abord être en paix avec ça et du coup pouvoir l'expliquer calmement. En même temps que je dis ça, je prends conscience que ça peut prendre longtemps d'être en paix avec ça. Donc, on peut aussi l'expliquer avant d'être en paix. Éventuellement, ça va même attendrir le cœur de l'extraverti quand il voit que je me tape dessus de ne pas arriver à être plus extraverti. Donc, c'est pas grave. Mais ne pas perdre de vue qu'il faut aussi s'accepter et pas rester dans une détestation de ces besoins d'introverti. Et les exprimer. Et vous parliez de cet auteur qui a écrit le premier bouquin sur les introvertis. Je me souviens plus du titre, mais c'était les avantages d'être un introverti, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Avant Susan Cain, mais elle n'a pas été aussi connue. Susan Cain, je ne sais pas si elle est arrivée au bon moment ou si c'est que son livre est plus parlant au grand public, mais elle a fait un tabac et elle a mis les introvertis sur le devant de la scène. Ce qui est original, parce que c'est un peu contre nature pour le coup. Puis la pauvre avec sa conférence TED qui est très bonne, mais elle le dit, c'est pas naturel du tout pour moi de faire ça. D'ailleurs, je recommande régulièrement aux gens une conférence TED qui est sur YouTube, faite par le professeur Brian Little comme petit, et qui s'appelle Confessions of a Passionate Introvert. Et c'est drôle, moi je l'ai regardé au moins une demi-douzaine de fois et chaque fois je rigole. Et il parle avec beaucoup de passion. C'est-à-dire un introverti, c'est pas forcément quelqu'un qui est monocorde comme ça. Dès qu'il est intéressé, passionné par son sujet, au fond, probablement qu'il contacte son extraverti intérieur. Sans doute. Et donc, dans cette conférence, Brian Little, il est vraiment... il y a une énorme présence sur scène. À l'américaine. Alors, il est canadien. Mais il explique vraiment très bien une chose qui est à la base de ces deux fonctionnements. Il dit, alors c'est très drôle comment il commence, parce qu'il dit, prenez une scène, on est en voiture, en train de venir à cette conférence. Un introverti, un extraverti. C'est l'extraverti qui conduit, parce qu'il trouve que l'introverti va pas assez vite. Et il conduit pas avec un téléphone allumé, mais 2 téléphones allumés, parce qu'un seul, ce serait quand même pas assez intéressant. Et il regarde par la fenêtre tous les autres extravertis dans les autres voitures. Donc vraiment, il est drôle. L'introverti est assis à côté se disant « pourvu que j'arrive vivant ». Et il dit, tout ça part d'une différence physiologique de base, à savoir que les introvertis ont déjà un niveau de... disons, d'éveil neurologique dans le corps élevé. Donc, ils cherchent constamment à apaiser. Voilà. Donc, ils cherchent des choses calmes. Ça donne l'impression qu'ils sont tous anxieux, mais il ne dit pas anxieux. Juste, c'est déjà... ça fonctionne fort là-dedans, donc on abaisse. Alors que l'extraverti cherche toujours à monter le niveau, parce que son niveau de base, à lui, tout seul, il n'est pas assez haut, en tout cas pour son goût. D'où son plaisir à être avec des gens, parce que d'être avec des gens, ça fait monter. Donc, l'extraverti, à la fin d'une soirée, se dit « Oh, mais on va pas s'arrêter en si bon chemin. Allez, on va faire un after. On va en boîte maintenant. » Alors que l'introverti, s'il a tenu jusque-là, il se dit « Bon, j'ai tenu jusqu'à la fin de la soirée. Je m'admire. J'ai hâte de rentrer chez moi. Ah non, pas un after. Il faut maintenant que je trouve un prétexte. Là, il faut rentrer maintenant. » Non, mais c'est super. Enfin, j'espère que ça permettra
aux personnes qui nous écoutent de générer des conversations déjà, à dire mais écoute ce podcast ou simplement écoute cette conférence TED pour juste remettre de la paix, peut-être de la paix avec soi aussi, parce je pense que c'est moins le cas aujourd'hui, mais je pense que c'était plus le cas avant. Il peut y avoir des introvertis qui s'ignorent quelque part. Oui, soit qu'ils ont réussi à se forcer assez longtemps, et il n'y a rien de mal à ça, sauf le fait que ça les épuise. Soit ils n'ont pas réussi à se forcer et ils peuvent se trouver dans un certain échec. Et ça peut être assez compliqué, ça, d'avoir l'impression, je renonce à postuler à ce poste-là parce que ça va être, je vais pas avoir les épaules, je vais pas m'affirmer assez. Et ça, c'est intéressant à discuter avec son psy, si on en a un, pour voir, est-ce que c'est une décision que vous prenez parce que ça prend vraiment bien soin de vous et c'est par respect pour vous-même et qu'après tout, on n'est pas tous obligés d'être dans la course au poste prestigieux. Du tout, non. Ou bien est-ce que c'est par défaitisme et en vous dévalorisant que vous renoncez à ça? Est-ce qu'il est possible d'avoir ce poste tout en étant quelqu'un de différent du précédent qui était, lui, très extraverti? Donc c'est ça qui va être important, c'est voir, de prendre des décisions qui sont bonnes pour soi, qui ne nous coupent pas de possibilités qui étaient réellement dans nos cordes, mais ne nous poussent pas dans des choses qui vont être trop à aller contre nature tout le temps. Et en même temps, on l'a dit tout à l'heure, et je pense qu'Obama, c'est le meilleur exemple de ça, c'est-à-dire qu'on peut être introverti et en même temps avoir des postes à responsabilité, avoir des postes de prise de parole. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'Obama, il se fait extrêmement violence tous les jours. J'en ai aucune idée. Mais Obama, comme vous dites, il était cool et ça ne donnait pas l'impression qu'il cherchait la moindre occasion de se mettre en scène. D'ailleurs, une des choses qui a été critiquée, ou en tout cas beaucoup commentée, c'est que Obama, il n'organisait pas tellement de dîners à la Maison-Blanche. Les repas où il invitait des gens, c'était plutôt des philosophes, un ou deux, pour avoir une discussion profonde avec sa femme et un ou deux invités. Et non pas des grands dîners avec des artistes j'allais dire musical, c'est un petit peu vieux, mais du cinéma, de la musique, comme aimaient faire d'autres gens. Les Clinton, par exemple, c'était beaucoup plus mondain. Ouais. Alors que Obama, c'était pas mondain. Et donc, quand on le voit, par exemple, danser avec sa femme, il y a d'abord une intimité entre les deux qui est merveilleuse à voir. Il est à l'aise dans son corps, il danse très bien, mais on n'a pas l'impression qu'il cherche constamment le micro, la lumière. Il est calme. Et donc, je pense que c'est un homme qui n'est pas anxieux, déjà parce que pour postuler à la présidence des États-Unis quand on est un noir américain, j'ai passé toute sa présidence, 8 années quand même, à avoir peur qu'on l'assassine. Ouais, c'est sûr. Il a survécu, j'en suis très heureuse. C'est sûr. Mais il ne faut pas être anxieux, quoi. Et donc, c'est quelqu'un qui doit avoir une bonne base de sécurité, ce qui montre aussi l'importance de ce qu'on a reçu enfant. Il a dû être relativement bien entouré. Je dis relativement parce que c'était pas non plus une enfance complètement classique avec le papa, maman à la maison, Il s'est beaucoup débrouillé tout seul. Mais bon, quelque chose est très équilibré chez cet homme, je trouve. Ouais, non, c'est vrai. Et sans doute que justement, quand on arrive à équilibrer son côté extraverti et son côté introverti, on arrive à toucher cette balance quelque part. Oui. Alors, il y a plein de balances à aller chercher. Oui. Et parfois, moi je parlais tout à l'heure des dark side, et parfois, dans les balances, ça implique d'aller accepter l'idée que non, on n'est pas parfait, que oui, on est des menteurs, oui, on a des perversions. Oui, il n'y a personne qui est 100% non, mais c'est le cas de tout le monde. Entre guillemets. Voilà, c'est ça. Tout le monde a des perversions, tout le monde... Mais simplement, il y en a plein qui ne les acceptent pas, qui essayent... de montrer en tout cas qui ont une armure, mais on a tous des masques et qui se confondent avec leurs masques. Et c'est là où ça devient plus problématique. Oui, c'est ce que nous appelons le faux self, les psys, et on s'identifie à ça et on croit je suis ça et uniquement ça. Et c'est très embêtant.
Et je repense à une chose que vous disiez aussi au sujet d'Obama, puisque après tout, on s'intéresse à lui tous les deux Aujourd'hui, apparemment. on s'intéresse à lui. Pourtant, il ne sera plus jamais élu. Non. Mais probablement qu'une des choses qui l'a aidé aussi à réussir, c'est que, si j'ai bien compris, une des façons dont il est sorti du lot dès l'école de droit, c'est qu'il était dans l'écriture. Je crois qu'il était le editor, le rédacteur en chef de la revue de son université. C'est du travail écrit. Donc à la fois, il faut arriver à s'affirmer devant des gens pour arriver à avoir le poste, mais on travaille tout seul en écrivant, au lieu d'être tout le temps avec des gens. Donc c'est pas pareil que s'il avait réussi. Je ne sais pas ce qu'il y a comme boulot où on est obligé de se montrer tout le temps, d'être toujours en train d'interagir. Influenceur. C'est un peu ça. Mais à l'époque, je ne sais pas s'il y en avait. À l'époque, ça n'existait pas. Mais non, mais peut-être... je ne sais pas s'il y a des animateurs télé ou des... on disait tout à l'heure, il peut y avoir des comédiens, comédiennes qui sont introvertis. Donc en fait, finalement, on se rend compte qu'on peut avoir beaucoup d'aisance, on peut avoir beaucoup de... Enfin, être quelqu'un voilà, comment on appelle ça, pas emblématique, mais voilà, qui visible, quoi. Voilà, visible, j'ai plus le terme en tête, mais et en même temps être introverti. Et ça, pour moi, c'est quelque part une découverte. C'est ça que je trouve intéressant. Oui. Oui, d'ailleurs, finalement, moi, je me sens plus introvertie à cause de mon besoin de solitude qui est très grand. Mais quand les gens me rencontrent, en général, ils croient que je suis extravertie. Parce que j'aime beaucoup le contact avec les gens, à condition que je puisse après être toute seule. Partir quand je veux. Je n'ai pas envie de me sentir bloquée dans une... Voilà. Aller quelque part où on ne peut pas rentrer chez soi quand on veut, parce qu'on dépend de l'extraverti qui doit me ramener en voiture à 3h du matin. Non. Est-ce qu'on peut être introverti et fêtard? C'est possible, ça, non? Alors, je pense à certains musiciens. Dans les groupes musicaux, il y a souvent un des musiciens, il y en a un qui est mort il n'y a pas longtemps. Mais voilà, comme je ne m'y connais pas, j'ai oublié son nom. Je crois que c'était avec les Rolling Stones. Ah, les Rolling Stones. Oui, et celui qui était batteur, je crois, qui est mort récemment. Exactement. Et on voit bien sur les vidéos, quand on voit des fêtes après, lui, il a le visage très tranquille, il est avec lui-même, il est dans lui. Donc peut-être qu'il avait vraiment du plaisir à être dans ces fêtes, mais pour autant, il n'était pas à sauter sur les tables, à danser partout. C'est pas Mick Jagger. Oui, celui-là, ça ne doit pas être un très très introverti. Son introverti intérieur doit être petit. Clairement. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. Alors, si c'était possible, je claquerais bien la porte sur les préjugés. Tout est possible ici. Hein, ah oui, on vit dans le monde que nous créons. Alors, quand les gens verraient quelqu'un qui est en retrait et qui n'interagit pas autant, au lieu de se faire une idée et de le mettre dans une case, ils s'intéresseraient à ce qui se passe. Et donc, il n'y aurait pas voilà, je me suis fait mon idée, j'ai ma case, je l'ai rangée, ça ne m'intéresse pas, je le jette. Et on continuerait toujours à s'intéresser aux autres, y compris moi, parce que moi, il y a des gens qui expriment certaines opinions et où dans ma tête, je me dis, oui, ça, pas intéressant. Et j'aimerais bien, moi aussi, arriver à ne pas fermer cette porte-là. Me claquer la porte à moi-même. Voilà, je voudrais fermer la porte aux fermetures de porte. Parfait. Merci beaucoup, Laurie. Merci à vous, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.